plateau, je vais parler franchement. Hein. Tout le monde mange ce qu'il veut. Et on peut manger de la salade, mais on peut manger une bonne entrecôte aussi, il n'y a pas de problème. Alors c'est quoi le secret de la truffade? C'est moi. Ça devient de plus en plus compliqué, surtout en 2023. Là, on espère sur 2023 de ne pas avoir d'accident climatique parce qu'il y a un moment donné, quand on n'est plus capable de fournir un marché, le marché va se fournir ailleurs. On est fiers de l'élevage français, je suis fier de mes agriculteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'arrive pas à vivre de notre métier. Ah, c'est sûr que c'est pas la Seine-Saint-Denis, mais l'idée d'une France oubliée, méprisée et très éloignée des politiques publiques, je pense qu'elle est la même en banlieue qu'à la campagne. Plutôt que de donner des aides à des agriculteurs, on voudrait qu'on règle les problèmes de l'énergie. Vous ne pouvez pas avoir de l'agriculture si les prix de nos agriculteurs ne sont pas payés et s'ils ne sont pas rémunérés. Les exposants serrent des mains, les vaches se font palper le flanc et les diététiciens multiplient les avertissements. Comme chaque année, le salon de l'agriculture s'est tenu au parc des Expositions dans le sud du 15e arrondissement de Paris. Si celui de l'année 2022 a été au centre de toutes les attentions durant la campagne présidentielle, celui de 2023 garde une réelle dimension politique. Emmanuel Macron y a fait une apparition éclair de quelques instants lors du samedi d'ouverture, où il en a profité pour appeler à un plan de sobriété de l'eau, une mesure qui ne plaît pas à tous les agriculteurs. Bien que certains nous ont dit ici au salon agricole s'en sortir très bien, d'autres, eux, redoutent les conséquences de l'inflation, du coût de l'énergie et du dérèglement climatique. Un salon qui aura aussi vu son traditionnel défilé de personnalités politiques que nous avons pu interroger, et parmi eux, Laurent Wauquiez, Éric Zemmour, Marion Maréchal, le député Grégoire de Fournas, mais aussi le très attendu Jordan Bardella, qui effectuait sa première visite en tant que nouveau patron du Rassemblement national. Allez, on y va. Allez. Je vous suis. Vous nous expliquer un peu c'était le métier et la race de leur... Ça se passe bien? Très bien, tout bien. Ouais. Ça fait quoi d'être au sein de l'agriculture en tant que président du Rassemblement national? Écoutez, c'est un moment important parce que l'agriculture est en train de traverser une crise, une multicrise en fait, crise de transmission, crise de vocation. Et il y a un agriculteur sur deux qui va partir en retraite d'ici à 10 ans. Donc c'est aujourd'hui que se posent en fait les défis centraux pour notre souveraineté alimentaire. Et en réalité, le quinquennat qui s'est achevé était un quinquennat perdu pour l'agriculture française parce que on a continué les accords de libre-échange qui fragilisent nos filières et qui nous mettent en concurrence avec des produits qui viennent du monde entier, parce qu'on refuse de faire le patriotisme économique, parce qu'on refuse d'abroger les droits de transmission. Et tout cela crée aujourd'hui beaucoup d'inquiétudes chez les agriculteurs, qui est renforcé aussi par les aléas climatiques. Donc nous sommes ici pour apporter notre soutien à tous ceux qui nous nourrissent et qui font vivre cette belle idée de la souveraineté alimentaire en France. Le seul moyen de protéger l'agriculture en France, c'est le localisme, c'est-à-dire c'est le retour au circuit court, à la proximité, et c'est la grande idée du patriotisme économique et de la souveraineté. Or ça, c'est ce qu'on défend, ce qu'on a toujours mis sur la table, et c'est vrai que tant le Covid que la guerre en Ukraine ont remis cette idée de l'indépendance et de la souveraineté sur la table. Nous, on est producteurs de canards dans la Haute-Garonne, à Revel. C'est les canards de la Montagne Noire, c'est une entreprise familiale. Voilà, on travaille mon père et ma mère. Et on est producteur depuis 1987. Et on propose toute une gamme de canards, quoi. On part du gavage jusqu'à la conserve. Donc ça fait 40 ans maintenant quasiment que cette entreprise elle vit. 35 ans exactement, je me suis laissé tout seul et aujourd'hui on est 7 à travailler. Et tout mon plaisir est surtout sur mon fils qui reprend l'entreprise et qui continue l'exploitation et qui la développe surtout, puisque avant je ne faisais pas le salon de l'agriculture et là pour la deuxième année nous venons à la faire et justement récupérer la médaille d'argent cette année et qui est pour moi une finalité, quoi. Enfin, une finalité, pour moi c'est le Graal, quoi. Magnifique. Alors vous avez dû voir en plus de 30 ans une évolution aussi pour la production. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui c'est quand même plus compliqué pour des producteurs, notamment avec la crise énergétique, l'inflation? Est-ce que c'est difficile pour vous? Ça devient de plus en plus compliqué, surtout en 2023. En 2022, ça a été très dur. 2023, ça va être énormément compliqué, en plus en cause de la grippe aviaire, puisqu'on est impacté, nous, indirectement, puisque la Haute-Garonne
n'a pas été touchée elle-même. Enfin, la Haute-Garonne, si, un petit peu, mais notre région n'a pas été impactée par la grippe aviaire, mais indirectement, les canetons venant de Vendée ou les reproducteurs étant de plus haut, indirectement, nous sommes impactés par ce problème de grippe aviaire. Il va falloir limiter l'utilisation en eau. Est-ce que ça va vous impacter, vous ? Non, pas du tout, parce qu'en utilisation en eau, nous, à part on commence nous à la partie gavage, on n'élève pas nos canards, donc nous on n'est pas trop touchés par l'eau, c'est surtout par le prix de l'énergie, par le prix de l'électricité. Vos factures ont explosé? On a essayé de les limiter puisqu'on a un contrat nous qui se finit fin novembre, donc on est un peu limité par l'augmentation, mais elles ont quand même explosé. Oui. Est-ce que vous craignez pour l'avenir de votre métier? Non, on ne craint pas parce que le foie gras, je pense, fait partie du patrimoine français et il faut espérer que ça continue. On va dire complément Bonjour monsieur. Oui, je vois. Alain, mon bon. Voilà, ça marche pas votre moi. Je croyais que t'avais. Vous avez un discours très pertinent avec beaucoup de justifications. Vous avez une analyse très fine et pointue. Merci beaucoup. De ce que vous dites. Et moi je ne le dis pas parce que vous aimez pas, je vous aime bien. Vous avez un bon accent. Ah oui, ça s'entend. On reste la première puissance agricole. De quoi? Non mais on reste en production. France. Ce qu'il faut c'est garder la valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'arrive pas à vivre de notre métier. Donc déjà ça attire pas les jeunes à renouveler. On voit que l'élevage, on a perdu 850 000. En 6 ans on a perdu 850 000 mères à veau. Que ce soit à l'étang ou soit laitier. Parce que les jeunes ne veulent plus faire ce métier qui ne rémunère pas. Il ne faut pas que l'alimentation soit la variable de fin de mois. Si elle passe après le logement, après la Wi-Fi, après le portable, après tous ces éléments-là, on a perdu 100 000 exploitants. C'est un sujet marquant. Et puis après, en termes de compétitivité, c'est là qu'on a besoin d'exonération de charges. C'est qu'aujourd'hui, on se bat avec un coût de... le SMIC tout chargé aujourd'hui, il est quasiment une fois et demie de ce qui est chez nos voisins espagnols, ça, c'est tout le problème italiens. Il n'y a pas que l'agriculture, ça. Ça, c'est le problème français en général. Producteur de truffade et de salaison. Vous êtes d'où exactement? On est du Maison Masse, le Rouget, à Saint-Flour. L'usine est à Saint-Flour. Est-ce que c'est une production qui marche en ce moment ou est-ce que vous rencontrez des difficultés économiques? Aucune difficulté. C'est des bons produits, pas de difficulté. Il suffit que ce soit des bons produits, simples et efficaces. Même avec la crise énergétique et l'inflation, ça se passe bien pour vous? Des difficultés, un peu comme tout le monde, mais en tout cas j'ai toujours mon poste, toujours mon travail et puis c'est vraiment toujours cette envie et cette passion de... C'est porteur d'espoir alors? Toujours, de toute façon c'est nos sources. Hein. Vous voulez goûter? Je suis le roi de la truffade. Et beaucoup d'amour, beaucoup de plaisir et des super bons produits. Pommes de terre et fromage du coup? Oui, on peut simplifier comme ça. Excellent. Tu veux goûter Inès? Je pense qu'on doit aussi le dire clairement, on a l'agriculture la plus respectueuse au monde de l'environnement. Bien David, il nous manque Michel. On sait tous les problèmes qu'il y a par ailleurs. Mais c'est un moment où je veux d'abord vous dire une chose qui est très simple pour moi, on est fiers de vous. On est fiers de l'élevage français, je suis fier de mes agriculteurs. Vous le savez, j'adore l'agriculture, c'est vraiment un domaine où je m'investis très personnellement. Ma meilleure récompense, c'est quand vous me dites que les autres agriculteurs des autres régions aimeraient bien avoir le soutien que nous on a sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ça c'est ma meilleure récompense. Le format du Cantal. Justement, il y a un bras de fer aujourd'hui contre le gouvernement pour faire baisser les prix à la consommation. Selon vous, quelles vont être les conséquences de l'inflation sur le monde agricole? D'abord, la première chose, c'est qu'il faut le dire clairement. Vous ne pouvez pas avoir de l'agriculture si les prix de nos agriculteurs ne sont pas payés et s'ils ne sont pas rémunérés. Aujourd'hui, entre ce qu'on achète à un agriculteur et ce que paye le consommateur, il y a plein d'argent qui s'évapore entre les deux et qui ne permettent pas la juste rémunération. Ce travail-là, il n'a pas été mené jusqu'au bout. Et ce que voient les consommateurs, c'est qu'eux, ils payent toujours plus cher les produits. Et ce que voient les agriculteurs, c'est qu'eux, ils n'ont aucune amélioration de leur rémunération. Et donc ce problème-là, il doit être mis sur la table clairement. À un moment, on doit dire stop, ça suffit. On ne peut pas avoir des grandes surfaces qui en réalité font semblant d'être gentilles.
font des très très gros bénéfices et les font sur le dos de nos agriculteurs. Ça peut pas marcher. Et donc on doit rééquilibrer et faire en sorte que nos agriculteurs soient mieux soutenus. Et je me permets aussi de le dire à ceux qui nous écoutent, regardez ce que vous achetez, regardez d'où ça vient. Et quand vous avez le choix, achetez français, donnez la priorité aux produits qui sont les nôtres. Parce que sinon on ne pourra pas soutenir cette agriculture que vous aimez. Et tout le paradoxe parfois de la France, c'est que les Français aiment leurs agriculteurs, mais ils ne défendent pas leur agriculture. Ben moi je le dis, vous aimez vos agriculteurs, défendez votre agriculture, achetez les produits de notre pays. Le Beaujolais est aussi concerné par la hausse des matières premières, en effet, comme tous les autres vignobles. Après, aujourd'hui, nous, on a plutôt retrouvé une santé économique sur nos appellations pour plusieurs raisons. C'est que la crise, on l'a connue il y a une quinzaine d'années. Donc là, aujourd'hui, les surfaces ont été réduites et elles sont réadaptées à ce qu'on est capable de vendre. Le Beaujolais, depuis 4-5 ans, a complètement revu sa valorisation et sa commercialisation en mettant en avant davantage des vins de terroir. Les vins aussi type ce qu'on appelle la beaujonomie, c'est-à-dire la bonne humeur, la convivialité au sens du Beaujolais. Il y a plusieurs études qui montrent qu'il y a une baisse de la consommation de vin en France globalement, notamment depuis les années 70. Ça a réduit la part. Voilà. Comment vous l'expliquez et comment vous y faites face ? Alors la consommation de vin, en effet, elle a fortement réduite, mais parce qu'avant c'était le vin, c'était la boisson qui accompagnait tous les repas. Elle a diminué parce qu'il y a eu aussi beaucoup de campagnes de communication qui demandaient à réduire. Et puis aussi aujourd'hui, peut-être que les gens y boivent moins, mais ils veulent boire plus en qualité. Donc c'est aussi pour ça que nous, on doit s'adapter. Là, on espère sur 2023 ne pas avoir d'accident climatique parce qu'il y a un moment donné, quand on n'est plus capable de fournir un marché, le marché va se fournir ailleurs. Et nous, on est oubliés et ça sera encore plus difficile pour revenir après, quoi. Le changement climatique, on le voit sur des vendanges plus précoces. Ça peut être aussi les gels tardifs, comme on a vu en 2021, parce qu'en fait, ce qui est typiquement de 2021, c'est qu'on a eu un redout au mois de mars. Et puis début avril, un gros coup de gel. Et là, la récolte, elle a été mise à mal, quoi. C'est plus ça qu'on va voir sur le changement climatique. Les agriculteurs subissent de plein fouet le coût des coûts de production en fait, que ce soit les intrants, les engrais, les produits phytosanitaires, mais aussi le coût de l'énergie. C'est un vrai sujet. Alors ça se passe bien par exemple sur les céréales parce que le cours de la céréale a énormément augmenté depuis la guerre en Ukraine, mais par contre il risque d'avoir un effet ciseau, c'est-à-dire que si les cours redescendent, c'est que les coûts de production seront très hauts avec des prix de vente plus bas et effectivement ça risque de poser un gros problème. Ouais. Plutôt que de donner des aides à des agriculteurs, on voudrait qu'on règle les problèmes de l'énergie notamment et d'ailleurs même le prix de l'engrais dépend du prix de l'énergie parce que il faut beaucoup de gaz pour faire de l'engrais. Nous c'est toutes les mesures qu'on a déclinées depuis de nombreux mois, c'est-à-dire revenir sur la construction du prix de l'électricité par exemple qui est indexé sur le prix du gaz. C'est tout un tas de mesures qu'il faut prendre avec un peu de courage pour arriver à régler le problème du coût d'énergie qui touche les agriculteurs mais aussi les entreprises, les collectivités et aussi les Français. Voilà. Et ce que ne fait pas le gouvernement, alors maintenant on va venir avec des chèques, mais les chèques ne règlent rien parce que ce sont des chèques qui sont payés sur de la dette et la dette c'est l'impôt de demain. Emmanuel Macron a annoncé, demandé au monde agricole de restreindre sa consommation en eau. Ça va déjà être compliqué pour eux, vous connaissez bien le monde viticole. Est-ce que c'est soutenable ? Alors l'agriculture c'est d'abord 10% de la consommation d'eau, donc ça il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Si on veut la souveraineté alimentaire, l'autonomie alimentaire, c'est-à-dire être capable de pouvoir produire ce qu'il faut pour nourrir la population française, il faut aussi avoir de l'eau. Donc faire des efforts sur la consommation, il peut y avoir des marges de manœuvre, notamment sur le goutte à goutte ou sur des systèmes un peu techniques pour optimiser la consommation de l'eau, mais il faut quand même de l'eau pour les agriculteurs. Ça pose la question aussi des bassines qui ont beaucoup fait actualité, de tous ces systèmes de rétention d'eau pour pouvoir garder l'eau d'hiver quand il y en a. Mais voilà. Il y a peu de pluie en ce moment, là ça va être dur cette année. C'est vrai, mais bon, plus on fait de bassin, plus on arrive quand même avec le peu de pluie qu'il y a l'hiver on peut arriver à le stocker. Alors cette année ça va être difficile, mais il y a quand même cet objectif de la souveraineté alimentaire qu'il faut pouvoir garder. Les agriculteurs ont besoin d'eau pour produire, donc voilà, il faut aussi être capable de comprendre cette raison agronomique.